Bonjour à toutes et à tous, petits et grands. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette rencontre organisée par les bibliothèques médiathèques de Metz dans le cadre du 23e Printemps des Poètes. Notre invité cet après-midi est auteur, traducteur et illustrateur jeunesse, photographe et poète. Bonjour et bienvenue Didier Zanon. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, ça va bien. Merci. Merci de votre présence aujourd'hui et je suis très heureux de vous accueillir. Le Printemps des Poètes est une manifestation francophone nationale et internationale qui a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Il se déroule du 13 mars au 29 mars 2021 et les bibliothèques médiathèques de Metz se font une fois encore le relais de cette manifestation, dont vous retrouverez le programme sur notre site et dont vous serez acteur, Didier Zanon. Oui, avec plaisir. Mais tout d'abord, pourriez-vous vous présenter à nous ? Qui êtes-vous, Didier Zanon ? Je suis un homme. Enfin voilà, je suis... oui, pourquoi pas dire ça ? Je suis un homme, c'est-à-dire... alors là, c'est une question existentielle, pour le coup, dès le démarrage. Mais je ne sais pas qui je suis. Vous ne savez pas ? De façon existentielle, non, je ne sais pas. Mais bon, on va dire que depuis quelques années, j'écris, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Tout à fait. Et je me cherche, je continue à me chercher. Depuis quelques années aussi, je me suis beaucoup rapproché de la nature. Après l'avoir, je ne dis pas dénigré, mais après beaucoup de temps passé en ville, j'ai acheté de la terre et je fais mon jardin. Je cultive, je plante des arbres. Je me rapproche beaucoup de la nature et surtout par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que c'est une voie intéressante pour l'avenir. Voilà. Et l'écriture là-dedans est influencée par ces choix que j'ai faits ces dernières années. Voilà, j'écris beaucoup sur la nature. Et je suis militant aussi dans des associations, etc. Voilà. Ok. Bon, ça peut un peu me définir, on va dire. D'accord, Voilà. Oui, tout à fait. Et puis je pense que ça se ressent dans ce que vous écrivez. Voilà. J'aimerais bien qu'on aborde avec vous vos premiers écrits. Comment vous vous êtes construit en tant qu'auteur ? Comment vous êtes devenu auteur ? Et est-ce que vous écriviez déjà enfant ? Oui, alors je dirais que le déclic, c'est quelque chose de très bizarre. Ça s'est passé comme ça en fait. J'avais un professeur de français dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui était très très intéressant et qui nous a intéressés à la poésie à cette époque. Et un jour, ça a été Baudelaire et on a lu des sonnets de Baudelaire et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces petits sonnets qui sont comme des petits bijoux superbement ciselés. Et j'étais jeune, et je me suis fait cette réflexion, je trouvais ça incroyable. Puis je me suis fait cette réflexion un peu vraiment bête. Je me suis dit, finalement, c'est qu'un certain nombre de mots mis dans un certain ordre. Et je me suis dit, moi, tout petit Didier Zanon, si je mettais des mots comme ça, je prends des mots même dans le dictionnaire, et je les pose dans un certain ordre, j'ai une probabilité de créer un poème comme Baudelaire. Donc, c'est comme un peu gagner à l'euro-million, je dirais. C'est un peu... C'est le jackpot. Alors, je me suis dit, mais en plus, je sais quand même faire sujet, verbe, complément. Ça m'aide pas mal, déjà, de mettre déjà un sujet, un verbe, un complément. Donc, essayons. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à essayer d'imiter Baudelaire. Très bien. Voilà, avec une réflexion un peu mathématique, on va dire, de probabilité, quelque chose d'un peu bizarre. Quelque chose d'un peu scientifique d'ailleurs. Ouais, c'est un peu scientifique. Ouais, j'ai un esprit assez scientifique, on ne croirait pas, mais voilà, je suis assez matheux, voilà, c'est très cartésien et en même temps très barré, mais bon, les deux cohabitent ensemble, voilà. Et du coup, j'ai commencé comme ça à essayer de faire une sorte de Baudelaire, un peu, voilà, j'ai fait quelques poèmes, et puis je me suis pris au jeu, et après j'ai eu une énorme période où j'ai voulu faire des citations. Alors, c'était ma période citation jusqu'à, 20 ans. Je m'amusais parce que je trouvais belles les citations, voilà, et j'essayais de faire des citations, surtout un peu tous les sujets comme ça. Et j'ai écrit beaucoup de merde, faut le dire. Dernièrement, j'en retrouve, je retrouve sur 20 feuilles, j'en garde peut-être une, je déchire tous mes anciens écrits. Mais il en est ressorti parfois des bonnes choses. Et puis, tout doucement,
tout doucement, on va dire, je fais de plus en plus moins d'erreurs. Voilà. Vous perfectionnez? Voilà, on peut dire, voilà, voilà, c'est tout. L'écriture, c'est un peu une question de choix immédiat. C'est constamment un choix immédiat. Qu'est-ce qu'on choisit, tel mot ou plutôt celui-là, etc. Et on va dire un petit peu avec l'expérience, je m'en sors un peu mieux que par le passé. Voilà, on arrive aussi à se connaître un peu, savoir les zones vers lesquelles il ne faut pas aller parce qu'on ne connaît pas bien les choses qu'on sait faire, les choses, voilà. Et aussi, il y a aussi une question de sincérité aussi. Voilà. Souvent, par rapport à, si je prends 2 poèmes que j'ai pu faire, je vais trouver plus admirable, entre guillemets, celui où j'ai été sincère, même s'il n'est pas parfaitement ciselé avec des rimes. Voilà. Je privilégie ça parce que c'est comme si c'était toujours à cause de mon esprit matheux. La ligne droite? Voilà, j'ai un esprit tellement matheux qu'il m'est arrivé parfois de faire des poèmes simplement pour avoir des rimes parfaites, sans penser vraiment au sens, mais en tordant tout pour que tout ait l'air... j'ai fait des trucs avec des correspondances entre les mots, des mots qui écrivaient des acrostiches, plusieurs dans le même poème. Enfin, je perdais toute spontanéité. Et c'était comme pour me raccrocher à quelque chose de solide, ce côté mathématique de l'écriture. Et depuis, ça va. J'ai réussi un peu à m'en détacher. J'arrive à être moi-même, on va dire, quand j'écris. Voilà. Tant mieux. Voilà. Tant mieux. Ah oui, c'est vraiment l'écriture. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez, je dirais presque problématique. Ça pose toujours problème, mais voilà, je m'en sors quand même à peu près, quoi, on va dire. Et du coup, à part Baudelaire, quel a été l'élément déclencheur qui vous a amené à vraiment imaginer vous professionnaliser dans l'écriture? Alors, après, ça a été la période des petits concours, on va dire. D'accord. Parce qu'au lycée, certainement que j'avais dû voir une fois une affiche. Alors j'ai commencé à postuler à des petits concours. Et surtout, j'ai fait les concours de Fontenay-la-Joute, qui éditaient les livres. Et il y avait alors les nouveaux Victor Hugo, les nouveaux, etc., les nouveaux Dickens, etc., etc. Et donc, j'ai été sélectionné 3 fois quand même. J'ai dû en faire 4 et j'ai été sélectionné 3 fois. Donc ça m'a encouragé dans cette voie, confirmé, voilà. Et comment dire après, qu'est-ce qu'il y a eu après, j'ai un peu laissé tomber ça. Après, j'ai fait un concours, ce qui m'a vraiment lancé. J'ai fait un concours de l'Est républicain, d'ailleurs, je crois le seul qu'il y a eu, où c'était l'écrivain Laurent Gillot qui avait lancé ça, que je ne connaissais pas à l'époque. Et il fallait écrire un album, et ensuite des dessinateurs envoyaient des dessins et étaient sélectionnés, eux, pour illustrer cet album. Donc j'ai gagné le concours. Et cet écrivain qui avait organisé le concours et qui est journaliste m'a dit « Tiens, ton texte, il est sympa, envoie-le à Bayard ». Je ne savais pas trop qui c'était Bayard, d'accord, j'ai regardé, Bayard, ah d'accord, ils font ça. J'ai envoyé le texte. Ils ont trouvé mon style intéressant et ils m'ont dit « Oui, mais il n'est pas paramétré pour notre collection, on vous envoie 10 livres. Ils m'ont envoyé 10 livres, donc de mes premiers J'aime lire. Et c'est comme ça que j'ai écrit Barry fait son cirque, qui est mon premier petit album, voilà, jeunesse, mini-roman, on va dire. Petit roman pour les 6-8 ans, voilà, qui a été sélectionné. Donc voilà, c'est comme ça. Et dans le même temps, je dirais c'est la même année que comme je suis photographe, je me suis dit, tiens, comment faire parce que je ne pouvais pas partir loin, voilà, on va dire, avec la vie de famille et tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans ma cuisine, à la limite, comme photo. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de photographier des fruits avec des yeux, pour lesquels j'ai pris des épingles, des petites épingles colorées, vert émeraude, etc., pour faire des yeux aux fruits, simplement, et écrire un poème sur chaque fruit. Et ça leur donne une âme, tout à fait. Ouais, et ça leur donne une petite personnalité. Tout à fait. Et à quel moment, je reviens un petit peu en arrière dans le fil, à quel moment vous vous êtes orienté sur la jeunesse, vraiment sur cette décision d'écrire à destination du jeune public? Alors, je dirais que c'est quand j'ai pensé écrire pour les adultes, j'ai ressenti comme on va pas dire un abattement, mais parce que je connaissais un peu, on va dire, les adultes, on va dire, où j'avais l'impression de les connaître, mais je me suis dit, à quoi bon écrire pour les adultes? Parce que j'ai l'impression que l'adulte est quelqu'un de fini, de terminé, qui
presque de stéréotyper, de tout, voilà. Et je me dis, bon, il reste un peu que l'enfant pour essayer de lui amener peut-être quelques idées, on va dire, un peu de folie, un peu, voilà, faire partir un peu dans l'imaginaire, mais aussi, je m'en cache pas, aussi peut-être en faire peut-être, enfin c'est très ambitieux, mais en faire peut-être des adultes un peu différents de ce qu'ils auraient été sans avoir lu certains livres. Voilà. C'était une ambition pour vous. Voilà. On se dit, l'enfant, c'est encore une argile qu'on peut encore modeler, si on peut dire ça. En tout cas, après, c'est l'enfant qui se modèle lui-même, mais on peut lui amener certaines choses dont il va pouvoir, lui, faire quelque chose. Alors que pour moi, l'adulte, voilà. Je me trompe peut-être parce que, voilà, j'ai aussi... on a des certitudes à un âge qu'on n'a pas après. Voilà. Et j'avoue que peut-être aussi... est-ce qu'il n'y avait pas une part de fainéantise? Parce que quand on écrit pour les enfants, on écrit des petits livres. Et quand on écrit pour les adultes, on se dit, voilà, il faut le roman de 400 pages. Est-ce que j'ai le souffle pour faire un roman de 400 pages? Voilà, on se pose des questions. Alors, depuis quelque temps, là, j'ai trouvé un entre-deux. J'écris des nouvelles pour adultes, des nouvelles on va dire, de fantastique. Voilà, fantastique, un peu légèrement horrifique. Voilà. Et ça me plaît bien. C'est vrai aussi que, du coup, la littérature adulte... En fait, la littérature adulte, ça me fait du bien à moi. Là, c'est finalement... C'est pas pour les adultes là, que j'écris, c'est pour moi. C'est pour vous. Ça me permet d'explorer. J'explore l'âme humaine. J'ai l'impression que c'est un peu... Ouais, je le fais pour moi. Je dis pas que j'explore mon âme, mais j'explore l'âme humaine dans ces textes un peu extrêmes, on va dire. Voilà. Et j'aime bien, quoi. Voilà. C'est un plaisir personnel. Mais quand je le fais, je pense pas en me disant « Ah, les adultes vont aimer ». C'est moi déjà qui aime. Après, on verra le jour où j'essaierai de le publier, si ça fonctionne. Voilà. Si vous le faites lire. Voilà. Je voudrais qu'on revienne sur Barry. Cette première expérience, ce premier... Alors... Barry, comment que c'est né, peut-être Comment que c'est né? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu, ce premier texte que vous avez dû faire lire, revoir, Alors, réimaginer? Je dois dire que la relation avec Bayard s'est super bien passée. C'est-à-dire, ils sont très, on va dire, accompagnants. À un moment, j'ai écrit les textes, ils m'envoyaient, même, il faut être honnête, hein, j'ai rien à dire sur les dessins, mais ils me partageaient les dessins, l'illustrateur. Il me demandait ce que j'en pensais. J'ai toujours dit que c'était bien. Et je trouvais, sincèrement, c'était bien. C'est pas vraiment mon domaine, donc j'allais pas dire oui, je trouve que là, la tête est un peu petite, etc. Ils ont su très bien le faire eux-mêmes. Même à un moment, ils disaient, voyez, là, on trouve qu'il a fait ça comme ça. On lui a demandé de corriger. Moi, j'étais là. Le pauvre, je pensais, ils vont faire plein de trucs. Voilà, c'est son boulot à l'illustrateur et il l'a fait. Et ça donnait un super livre. Et ils m'ont fait partager tout ça. Il faut reconnaître aussi que ça a été enregistré sur CD-ROM. Et ça aussi, ils m'ont fait partager en me demandant si ça me convenait. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis c'était bien, hein, et c'était bien. Et voilà. Et sinon, comment est né Barry? En fait, c'est né d'un fantasme que j'avais eu quand j'étais petit. Un cirque était passé dans mon village et il y avait un éléphant. Et je me rappelle, je me revois, môme, arriver, regarder cet éléphant. Et j'étais peut-être un enfant bizarre, j'ai juste pensé à un truc. Pourvu qu'il s'évade, que je puisse, moi, le retrouver, parce que je connaissais bien la nature autour de chez moi, que je puisse, dans la forêt, que je puisse le retrouver et m'en faire un animal de compagnie, quoi. C'est le fantasme que j'ai eu à l'époque. Et du coup, vous l'avez retranscrit dans Voilà, je l'ai un peu retranscrit. Donc du coup, c'est un petit peu vous qui êtes le personnage central. Oui. C'est un peu un autoportrait. Il y a un peu de ça. Voilà. On l'a, Barry, je crois, qui est là. Oui, le voilà, on peut le montrer. Voilà, l'éléphant attaché à son banc et puis les 3 enfants en vélo qui viennent le voir le matin et l'après-midi. Voilà, mon fantasme se réalise. L'enfant a disparu. L'éléphant a disparu. On a même l'illustration, si vous voulez bien, on va pouvoir voir. Du coup, cette fenêtre ouverte sur ce jardin. Donc du coup, c'est un peu vous qu'on voit là, rêveur devant sa feuille. Quelque part, oui, c'est vrai. Et du coup, vous avez fini par trouver votre éléphant ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Alors, maintenant, mon fantasme, c'est plutôt avoir un singe. Voilà, d'accord, c'est bien. J'aimerais bien essayer de... Parce que mon esprit scientifique me fait dire que je pourrais
vous savez, il y a les singes qui apprennent à parler le langage des signes, etc. Alors, je me suis déjà entraîné dans le temps avec les singes de la pépinière, à qui j'arrivais à faire des choses. Voilà, j'ai appris à un singe à se moucher. À travers les barreaux, comme ça, j'ai envoyé un mouchoir et il avait appris à se moucher, il faisait comme moi, voilà. Et je crois que voilà, ça m'amuserait bien d'avoir un singe. Plus qu'un éléphant. Je pense que c'est interdit, un singe. Mais oui, un singe, tout à fait, voilà. c'est interdit. C'est dommage, il faudra que j'aille en Afrique pour ça. Voilà, c'est dans mes objectifs, on verra. Vous nous avez parlé tout à l'heure de votre excusez-moi, de votre livre Tas de beaux yeux. Oui. Voilà, et je voudrais bien qu'on l'aborde maintenant. Alors, ça a été en fait... j'ai commencé Tas de beaux yeux alors que Barry n'était pas encore publié. Et comme je vous le disais, c'est un livre que j'ai fait dans ma cuisine. Alors, c'est très simple, hein, techniquement parlant, comme je vois qu'il y a des photographes. Là, j'ai juste mis un panneau blanc, une grande feuille de papier blanche courbée pour pas qu'on voie les coins. Et j'ai éclairé ça avec des lumières. Et j'ai photographié les fruits avec un objectif macro de très près, en leur mettant des yeux. Et une fois qu'ils avaient leurs yeux et que la photo était faite, je les ai regardés et je me suis dit... il se passe quelque chose. Voilà, je me suis dit, voilà, ces petits êtres-là, on le voit bien. Là, en plus, le citron, il a carrément une bouche avec un sourire, alors que c'est simplement là, voilà, j'ai rien rajouté, que les deux épingles. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait dire ? Alors, voilà, je crois que je connais par cœur le citron, qui dit « J'étais amoureux d'une orange, qui trouvait que j'étais trop vert. Depuis, j'ai jauni, ça m'arrange. On va se revoir au dessert. » Tout à fait. Alors moi, Voilà. je l'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un ouvrage que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça vous a fait de l'avoir entre les mains ? Parce que j'ai l'impression qu'une partie de vous est plus intégrée dans ce livre-là que dans Barry. J'ai vraiment l'impression de voir ce que vous allez faire par la suite. J'ai vu quelque chose de très personnel, en tout cas. Donc là, vous me dites que vous l'avez fait par vous-même. C'est vous qui avez fait les photos, vous avez fait le poème, vous l'avez fait chez vous. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est... tout d'un coup, quand j'ai reçu le livre, j'ai mis un moment à comprendre que finalement, j'étais aussi illustrateur. Parce que l'illustration, c'est le dessin, c'est la peinture, c'est aussi la photographie. Et je me suis dit, tiens, ouais, je suis illustrateur aussi, c'est marrant, c'est bien. Et j'étais assez fier, voilà, comme tout écrivain qui reçoit son livre. Est-ce qu'on peut dire fier ? Non, c'est plutôt, c'est une joie, c'est un enthousiasme, on est content. C'est comme une naissance ? Ouais, voilà. On a, voilà, ce qu'on a rêvé, on l'a rêvé, et puis il arrive, il est là, il est tout beau. Alors souvent l'auteur, pour petite partie technique, a mis un petit vernis sélectif brillant sur les fruits, donc ça les magnifie encore plus. Voilà, on découvre le livre, on le retourne dans tous les sens, on est content, voilà. Et moi, c'est un livre que j'apprécie vraiment parce que il y a vraiment ce côté relation entre la photo et le texte, et on sent l'âme du fruit, en fait, ou la déclaration qu'elle fait. Je sais que sur la noix de coco, c'est pareil. On sent cette crainte de l'orang-outan. Oui, voilà. Mais c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Oui. Voilà, et que je suis ravi qu'on puisse avoir dans les bibliothèques, médiathèques de Metz. C'est ça qui est étrange, c'est que mettre deux épingles dans un fruit lui donne tout d'un coup presque une personnalité. Et avec vos mots, s'exprime cette personnalité. Ouais, c'est assez étrange. Est-ce que, du coup, ça a été facile de convaincre de faire un recueil de poésie en forme d'album jeunesse ? Quand je l'ai envoyé à Sarbacane, en fait, j'avais fait une maquette qui ressemblait fort à ce livre, très bien reliée. Et alors d'abord, ils étaient un peu étonnés de ma maquette, ils regardaient la maquette dans tous les sens. Ah, c'est vous qui l'avez fait ? Ils trouvaient ça bien. Voilà, j'avais fait comme un livre où tout était comme on le voit là. Clé en main, ils ont trouvé la typo, voilà, ils ont amélioré quelques petits trucs, mais ils n'ont pas eu grand-chose à changer. Je me rappelle, j'étais chez eux, là, à Paris, on a discuté un peu, j'étais un peu tout coincé, comme ça. Ils m'ont demandé si je voulais une glace. Est-ce que j'ai bien compris ? Une glace ? À quel parfum ? Chocolat, voilà. Chocolat. Alors, voilà, j'ai dit chocolat, quelqu'un est parti. Moi, je me suis retrouvé devant eux à discuter avec une énorme glace au chocolat. Pour la petite histoire, voilà, c'était un peu bizarre. Tout le monde avait sa glace, et puis on discutait. Voilà, et puis ils m'ont dit qu'ils appréciaient fort, qu'ils allaient le publier, parce qu'ils avaient eu un coup de cœur aussi, eux aussi. Donc Sarbacane, qui est un grand éditeur, qui vient maintenant de rentrer dans l'écurie Gallimard, je crois. Voilà. Du coup, vous avez réalisé les photos vous-même ? Oui. Elles ont été retouchées après ou pas ?
Très légèrement. Très légèrement, vous avez dû les refaire Non, parce Non, qu'en vraiment fait, retouché. comme j'avais mis ce fond blanc Mmh. et que j'éclairais très fortement, ça m'a permis de... J'ai pas fait de détourage. J'aurais D'accord. pu faire un détourage, mais j'ai pas fait de détourage. Il y a simplement, si par endroit il restait une légère ombre ici, je l'ai effacé, c'est tout. Voilà. Ça m'a permis de ne pas faire de détourage et de faire pratiquement pas de retouche. Voilà. C'est presque brut, les photos brutes. Et du coup, est-ce que vous avez un fruit préféré dans ce livre que vous me feriez l'honneur de nous lire, en plus du citron? En plus du citron, En plus du citron. Un fruit que vous appréciez, hein, ça pourrait être sympa. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la pastèque. Après, si vous voulez me faire plaisir. Oui, bon, il y a la pastèque. Voilà. Alors la pastèque, ah oui, il y a une histoire, je vous la raconte après. Donc voilà, la pastèque avec une espèce elle a des petites cicatrices comme il y a parfois sur la peau des pastèques, et là, ça fait comme un sourire. Voilà. Donc la pastèque dit « Sous ma peau épaisse et dure, mon cœur est rouge et sucré, et il fond sous la morsure, c'est là son petit secret. » Merci beaucoup. Et donc l'histoire de la pastèque, c'était, je crois, à Lyon. Je revenais de vacances, je m'arrête à Lyon et je vois j'avais pas tous les fruits encore, et je vois un étal où il y avait une caisse avec des pastèques. Je commence à regarder, d'un coup je vois cette pastèque avec son sourire. Coup de foudre. Coup de foudre pour la pastèque, et je dis à la dame, je prends ça, et je vois qu'à un moment, elle sort un couteau comme ça, parce qu'elle voulait tailler pour me faire voir qu'elle était bien mûre. Et là, j'ai fait « Non !» Elle a sursauté, elle ne comprenait pas pourquoi ma réaction... Elle n'avait pas compris que vous Moi, l'adoptiez, en fait. Voilà. Moi, je croyais qu'elle allait me la peser comme ça. D'un coup, je la vois avec un couteau, je me retourne, je fais « Non ! Surtout pas. Arrêtez !» Elle m'a pris pour un fou, certainement. J'ai dit « Non, ça va, je la prends comme ça, même si elle est verte à l'intérieur, ça ne me dérange pas. » Et d'ailleurs, Voilà. en parlant de couteau, pour illustrer un peu ce côté âme du fruit qu'on retrouve avec le melon. votre montage, le melon est adorable. Oui. Je vais le retrouver tout de suite. C'est un peu C'est le malheureux de la bande. À chaque fois que je cherche un fruit, c'est pareil, moi, je trouve jamais. Il faut les faire tous. Mais c'est ça. Je crois qu'il y a encore après, peut-être. Non. Il se cache. Hein. Il se cache. Mais c'est l'histoire de sa vie, hein, je crois. Hein, Oui, ce parce pauvre que melon. voilà. Je finirai en tranches. C'est marqué sur ma peau, dans des assiettes blanches, découpées au couteau. Et on voit, pour moi, ce petit nez triste là, c'est vraiment le côté complètement dépressif de ce pauvre melon. Voilà, donc c'est un ouvrage que j'adore, vraiment. Merci. Moi, je vous félicite, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Vous m'avez parlé tout à l'heure de Bayard et de J'aime lire. Du coup, vous avez écrit aussi des poèmes pour J'aime lire ? Oui. J'aime lire à une page poésie. Mes premiers J'aime lire ont une page poésie. Et j'avais écrit, donc, est-ce que je l'ai là ? Je vais essayer de le retrouver. Voilà, c'est un tout petit poème, mais qui me plaît bien. Il s'appelle « Il y a pie », comme une pie, P-I-E. 2 pies sur la clôture, comme 2 notes de musique, un ré, un si, juste assez pour faire ce récit. Voilà. Et j'avais bénéficié je ne sais plus qui a été l'illustrateur, mais une super belle illustration avec une portée de notes, on voyait une pie, puis les notes placées. Je suis content aussi de ça. Voilà. Vous avez participé également avec Fleurus à la création de plusieurs albums, Oui. dont la collection Une histoire et au lit. Oui. Donc vous êtes le seul auteur, je crois. Oui. Tout à fait. Et une série d'albums pour la collection des Petits Doux. Oui. Voilà. Voilà. À quel moment vous vous êtes dit, je vais recentrer vraiment sur l'album jeunesse à histoire, du coup, vraiment pour redescendre après, parce que vous aviez fait Barry, qui est quand même pour des enfants qui sont un peu plus âgés. Eh ben là, c'est plus une demande. C'est Une plus demande une demande de Fleurus. Et bon, la chose la plus fière que j'ai fait pour eux, malheureusement, c'est ce livre-là. Mais je l'avais pu. Donc j'ai amené la version. Je crois que c'est traduit en chinois. J'avais que ça. Voilà. Ça. Alors maintenant, il a été réédité sous le titre La Malle aux histoires. Voilà. Et j'ai écrit 6 histoires. Donc. Et ce qui est rigolo, c'est que les autres histoires sont de Grimm et d'Andersen, et puis ils ont mis 6 histoires à moi pour rafraîchir un peu. Comme là, une histoire de petit poussin de petit canard, pardon, qui apprend à ses frères à plonger, un petit canard désobéissant.
qui finalement, en étant désobéissant, il finit par inventer le plongeon, quoi. D'accord, bah, c'est Voilà. bien. Voilà. Et ça, c'est un document qu'on retrouve plus en France actuellement. Si. Non, c'est moi qui n'ai plus dans, C'est vous dans ma qui ne l'avez bibliothèque. plus. Voilà. D'accord. Voilà, et j'ai fait un beau conte africain, voilà, dont je suis assez content. C'est avec un petit enfant noir d'Afrique qui vole la lune parce qu'elle lui plaît bien, il la trouve très jolie, donc il monte en haut de la colline et il décroche la lune. Et la lune râle, elle dit laisse-moi, j'appartiens à la nuit. Et lui dit non, maintenant t'es à moi. Et il l'enferme dans sa case et la lune va dépérir. Chaque jour, elle dépérit. Et lui, il lui fait des misères quand elle est en forme de croissant, parce qu'elle elle devient en forme de croissant de lune. Il fait de cheval à bascule. Quand elle est ronde, il lui fait dévaler la colline. La lune dit j'ai la tête qui tourne. Voilà. Et puis quand il est en bascule sur elle, elle dit tu pèses trop lourd, etc. Et à la fin, une nuit, il s'en va. Une journée, il s'en va cueillir des fruits. Et puis quand il revient, la nuit est tombée. Mais elle tombe très rapidement la nuit, puisqu'il n'y a plus de lune. Et alors, il ne voit plus rien sans la lune. Et il marche sur la queue du lion. Et bon, heureusement, il s'en sort tout juste en se faisant passer pour un éléphant, puisque le lion ne voit pas non plus. Il dit non, c'est moi l'éléphant. Et le lion dit tout ça, c'est la faute à celui qui a pris la lune. Et là, le petit enfant comprend que la lune est un bien commun et que même pour lui, elle est utile. Et il la rejette. Voilà, il y a une très belle illustration ici. Où on voit qu'il rejette la lune dans le ciel. Alors, je vous aurais bien lu le dernier paragraphe, mais il est en chinois, donc. Je ne vous aiderai pas non plus. Voilà, je ne peux pas. Donc, nous noterons également les romans jeunesse, Le Tennisman et les Racketteurs et Pas de filles chez les Indiens pour le crayon à roulettes. Alors ça, c'est pareil, c'est une demande de l'éditrice, Claire Pelosato, du crayon à roulettes, qui est donc une édition mosellane. Locale, voilà. Mais on va dire nationale dans sa distribution. Et donc c'est un roman, le premier c'était sur le racket, donc je suis assez content du titre, Le Tennisman et les Racketteurs, un petit jeu de mots. Et le deuxième, je me suis vraiment lâché là parce que voilà, c'était sur on va dire le féminisme. Ça s'appelle Pas de filles chez les Indiens. C'est l'histoire d'une fille rejetée d'un petit clan d'Indiens actuel, d'enfants de nos jours qui jouent aux Indiens. Donc ils sont 3 garçons et ils veulent pas de filles dans leur clan, quoi. Ils veulent pas s'appeler la tribu des gonzesses. Ils ont l'impression que la fille va faire descendre le niveau de leur tribu. Et au final, c'est un peu le contraire qui va se passer. Ils vont faire de grosses bêtises. Ils veulent voler un cheval, ça va pas se passer comme ils veulent. Mais bref, la fille il y a des méchants qui vont leur courir derrière dans la forêt. Et la fille qui s'est montée à cheval, qui court très vite, qui a plein de talents cachés, enfin, en tout cas, eux ne connaissaient pas, elle va leur sauver quelque part la vie. Et ils vont l'accueillir dans leur tribu, quoi. C'est un roman très, très rigolo. Voilà, il y a un petit binoclard, il y a un Parisien, il y a un petit... je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai pris un peu modèle sur la guerre des boutons. Le petit Gibus. Le petit Gibus. Oh, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Voilà. Ah, il dit, ouais, mon père... l'autre, il dit... on pourra prendre le cheval, mon père il sera d'accord. La dernière fois j'ai ramené des têtards, il a bien voulu que je les garde, on les a mis dans une bassine. L'autre il lui dit mais attends, c'est gros un cheval, ça va pas rentrer dans une bassine. C'est pas pareil. Voilà, enfin, c'est assez rigolo. Et il y a pas mal de thématiques et ce qui me plaît bien dedans c'est que j'ai pu faire 2-3 pages sur le féminisme, c'est-à-dire qu'on rentre dans les pensées de la fillette qui constate que ses frangins ont le droit de sortir, d'aller où ils veulent sans dire où ils vont. De salir, de machin, alors qu'elle, c'est toujours monte dans ta chambre, machin. Et en fait, elle a une vie secrète, quoi. Elle s'échappe quand ses parents vont aux courses, elle sort par la fenêtre, elle va courir dans la nature. Elle casse les carcans, quoi. Voilà, exactement. Et à un moment, elle a une page où elle râle vraiment et de cet état d'injustice où elle se trouve un peu par rapport aux garçons, quoi. Voilà, donc c'est un livre un peu féministe. Voilà. À la fin, c'est un peu la thématique de la collection. On a mis le langage des signes, un petit exposé de comment fonctionne le langage des signes des Indiens. Donc, c'est les Indiens des prairies qui parlaient le langage des signes, des grandes prairies américaines, voilà. On a mis des Indiens célèbres, Sitting Bull, et une Indienne, Sacagawea, voilà, qui est sur la pièce d'$1 américaine quand même. Voilà, et puis des petites choses sur les Indiens, le calumet, le tomahawk, le tipi. Et pareil, dans le tipi. Je suis revenu sur le féminisme. Dans le tipi, voilà, par exemple, je dis, si un guerrier voulait peindre ses exploits sur la toile du tipi, il devait demander la permission à son épouse. Si un jour il trouvait toutes ses affaires dehors, cela signifiait le divorce.
Oui, les Indiens étaient... Il y avait des règles. Les femmes avaient des droits et elles en usaient bien. Voilà, ils étaient plus modernes que nous à une certaine époque, on va dire. Voilà. Du coup, c'était une nouvelle maison d'édition que vous avez rencontrée pour pouvoir réaliser ces livres-là, et ainsi que les suivants qu'on évoquera tout à l'heure. Le crayon à roulettes, c'est quelque chose de local, ça vous tient à cœur? Oui, parce que justement, ce livre-là, par exemple, je ne me serais pas permis d'écrire comme ça pour... je me suis vraiment lâché, je me suis pas... Parce que pour certains autres éditeurs, on se dit, bon, là par exemple, il y a un gros mot. Ah, peut-être eux, ça ne va pas passer. Alors là, je ne me suis pas posé... c'est pas que j'ai mis des gros mots extraordinaires, mais je veux dire... Voilà, on se pose beaucoup de questions. Vous avez plus de liberté, en fait. Voilà, là, je connaissais bien l'éditrice. Et puis, je dis, au pire, elle me dira, bon, ça m'a un peu choqué ou quoi. Au pire, bon, c'est passé. Mais avec d'autres éditeurs plus connus, on va dire, je me serais mis beaucoup d'interdits. Et ça n'aurait pas donné le même livre. Et je le préfère comme ça. Donc, du coup, voilà, cette relation un peu privilégiée que j'ai avec l'éditrice, là, du crayon à roulettes, c'est utile. Et ça permet de donner naissance à des ouvrages, pour moi, peut-être plus forts que ce qu'ils auraient été en étant stéréotypés, paramétrés pour l'édition traditionnelle. Voilà. Et un jour, imaginez écrire sur un texte qui se déroulerait en Lorraine? Ça vous a déjà... Alors, je réfléchis parce que je l'ai déjà fait, c'est dans mes tiroirs. Voilà, c'est dans mes tiroirs. J'ai aussi, c'est vrai que j'ai aussi un roman que j'avais commencé, qui est assez gros, sur Nancy. D'accord. Pour adultes. Autour de Stanislas, voilà, quelque chose d'assez délirant. Et je ne sais pas, je me remettrai peut-être un jour. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que vous avez finalisé, que non, vous avez ambition de finaliser rapidement. Ouais, personnellement, je n'ai pas envie d'écrire du régional. Je voulais en faire un roman. C'est plus d'inspiration. C'est presque, c'est un peu grandiloquent de dire ça, mais un peu dostoïevskien, mais sur Nancy. Voilà, un peu voilà, c'est un peu l'humour russe, mais sur Nancy. Après, quand on sait que Stanislas était polonais, quelque part, voilà, c'est pas incohérent, quoi, voilà. Donc c'est la seule chose, oui, j'ai fait un peu de choses, j'ai écrit des nouvelles un peu, mais qui ne sont pas publiées, voilà, sur la Lorraine, non. Sinon, très peu. C'est vrai que j'ai écrit un poème sur la cathédrale de Metz. D'accord. Ouais, et qui est paru dans une revue... vous savez, les revues un peu d'architecture locale, là, traditionnelle, je ne sais plus quelle revue. Voilà, j'avais écrit. Dommage, j'y ai pas pensé, j'aurais pu le ramener. Voilà. Pas de souci. Je voudrais vous parler d'un de vos derniers albums, c'est l'avant-dernier, je crois, qui m'a beaucoup touché. C'est À l'ombre de mes branches. Voilà. Et j'aurais voulu que vous nous en parliez un petit peu de cette construction, de cet album. Alors. Le projet m'a été proposé par l'éditrice que j'avais rencontrée au Salon du Livre de Paris. Et dans la discussion, elle avait compris que j'aimais beaucoup la nature. Je lui avais parlé de mon jardin-forêt en préparation, voilà. Et elle avait gardé ça dans un petit coin de sa tête. Et puis un jour, elle m'a appelé en me disant « On cherche quelqu'un pour faire un livre sur les arbres. D'après tout ce que tu m'as raconté, là, pendant des heures, tu m'as parlé de tes arbres. Est-ce que tu peux faire un livre ?» Voilà. Et donc... voilà, j'ai fait un choix d'arbres du monde pour parler des arbres, les personnifier un peu et montrer leur utilité. Ça aurait pu s'appeler Nos amis les arbres, un peu. On s'appelle À l'ombre de mes branches. Voilà. L'illustratrice Emily Dove, c'est une illustratrice américaine qui est assez douée et qui a fait un jeu d'ombre qui est vraiment très magnifique. Voilà, très belle peinture. Voilà. Avez-vous grandi au pied d'un de ces arbres, vous ? Pas du tout. Par rapport aux arbres, moi j'ai été un amoureux des arbres. Alors, j'avais un ami d'enfance qui s'appelait Philippe, qui s'appelle toujours Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Et avec Philippe, on avait une sorte de... On se donnait des challenges. Et il y en avait un, c'était de grimper le plus haut possible. On choisissait des arbres assez effrayants, gigantesques, et on se défiait à qui montrer le plus haut, voilà, dans l'arbre. Alors on grimpait, on prenait des risques fous. Voilà, on grimpait jusqu'à ce que la branche soutienne. On essayait de toucher la cime, ce qui est impossible, mais jusqu'à ce qu'on dise « Ah là, je peux plus. Là, je peux plus. J'arrête. » Voilà. C'est vrai qu'il m'est arrivé, quand j'étais jeune, de dormir sur des branches d'arbres.
en hauteur, j'arrivais. J'étais vraiment, voilà, j'aimais bien ça, j'aime encore ça. C'est le problème. J'aime encore, parfois je vois des arbres, je dis, ah celui-là, je me le ferais bien là. Je regarde par où je pourrais atteindre la première branche. Voilà, c'est le plus dur, c'est la première branche. Après, ça va tout seul. Donc oui, j'étais un enfant très solitaire jusqu'à presque 15 ans. Je n'avais pas d'amis, pratiquement. Et je partais dans la forêt. Je me voulais chasseur, j'avais un arc, des flèches. Et puis, voilà, j'étais dans les sous-bois, comme ça. J'aimais bien. Voilà, j'étais très proche. Voilà, j'aimais, voilà, dès qu'il y avait une pierre, je la soulevais, hop, j'attrapais les lézards, les orvées. Un enfant Je de leur la faisais nature. pas de mal. Hein, voilà, je m'amusais, des fois j'avais des lézards dans les poches, je les montrais à ma voisine, la mère d'une copine comme ça qui hurlait. Je lui faisais peur. Parce que des fois je faisais comme ça, je dis j'ai quelque chose là, puis je sortais un lézard qui remuait dans tous les sens. C'était la panique. Voilà. Est-ce que vous avez voyagé, du coup, auprès de ces arbres-là? Est-ce que vous en avez vu, vous? Des arbres. Alors, là, c'est l'Afrique. La seule chose que je connaisse de l'Afrique, c'est le Maroc, quand même. J'étais en stop au Maroc juste après le bac. C'était une période difficile pour moi. Et j'avais vraiment besoin d'air. Et j'ai pris mon sac à dos et je suis parti en stop au Maroc jusqu'à Marrakech. Après, je suis remonté, j'ai fait un passage par Venise, j'ai fait 8000 km la fois là en Sacrée stop. expérience. Ouais, des belles rencontres, c'était super. Et malheureusement, après, la vie a fait que j'ai eu moins le temps de... Voilà, c'est aussi une question de choix, voilà. Et là, si vous deviez aller en visiter un, ce serait lequel? L'Afrique, j'aime bien. L'Afrique, le baobab? Ouais, j'aime bien l'Afrique. Là, j'étais qu'au Maroc, on va dire, ça aurait été moi si j'avais plus de temps, parce que j'avais l'impératif du temps, j'aurais poursuivi, oui. Le voyage? Ouais. Un On jour rencontre peut-être. des gens, oui. C'est pas impossible, ouais. Alors là, peut-être pas en stop, peut-être en 4x4. Quoique même en stop, hein, ça permet des rencontres. Voilà, j'ai rencontré des gens admirables ils m'ont invité. Enfin, des fois, on est gêné, hein, ils vous invitent, on peut dormir chez eux, on mange. L'impression, je suis tombé chez des gens, l'impression que je pouvais rester une semaine si je voulais, genre nourri-logé, quoi. À un moment, on se dit le deuxième jour, on dit bon, je vais quand même y aller. Ils sont presque tristes de vous voir partir. Non, mais c'est rigolo. Hein. C'est une expérience humaine différente. Voilà, une expérience humaine, c'était bien. Est-ce que vous avez trouvé votre arbre à vous, ce jardin, où vous épanouir? Oui, j'ai un jardin où... Alors, mon arbre fétiche, mon arbre fétiche en ce moment, c'est le figuier. D'accord. Parce que, j'en ai planté et puis ça donne bien. Figue blanche, figue violette? Les deux. Les deux. Et alors, c'est la ronde de Bordeaux. C'est une race de figuier qui est ce qu'on appelle unifère, c'est-à-dire il va donner qu'une fois dans l'année, mais on aura, et j'ai constaté, c'est vrai, toutes les figues qu'on voit mûrissent et on les mange toutes. Alors que les autres, parfois, il y a deux, voilà, comme il y a deux saisons, il y en a une qui arrive un peu tôt, l'autre un peu tard, ça ne mûrit pas. Moi, je conseille le ronde de Bordeaux, voilà. Ouais, super. Pour les amateurs. Moi, je vais vous emmener un peu en promenade et on va aller se promener au pied d'un arbre, si vous voulez bien. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. D'accord. L'enfant et le tilleul. Cette petite enfant croyait quand elle chantait toute seule, dans le fond du jardin, que personne ne l'écoutait. Mais elle oubliait le tilleul, à qui le vent prêtait sa longue flûte verte. Le tilleul, qui se croyait seul, lui aussi au cœur de l'été, et les étoiles sur le bord bleu du ciel se penchaient si fort pour mieux les écouter, qu'on les voyait tomber toutes luisantes par milliers. Maurice Carré. Magnifique. Donc c'est un livre qu'on a à la médiathèque, voilà, qui est magnifique, avec des illustrations de Bruno Gibert. Moi, ce poème, il me fait penser à vous. Et plus je vous écoute, et plus il me fait penser à vous, en fait. Comme vous dites que vous vous promenez au pied des arbres et que vous étiez un peu seul. Oui, c'est pas faux. Et en fait, on n'est pas seul, vraiment. Oui, c'est vrai. Je pense que vous avez trouvé dans la nature peut-être quelqu'un qui vous a accompagné toute votre vie et qui vous accompagne encore, je pense, aujourd'hui. Oui. Alors après, je me suis rapproché des humains. Mais oui, je me doute. Mais en tout cas, je l'avais sélectionné pour vous. Et dans cette discussion, je trouve que c'est quelque chose c'est pas faux. Qui vous cadre. C'est pas faux. Et je dois reconnaître, encore maintenant, ça fait le même effet à ma compagne. Dernièrement, on a fait plein de choses. Et dernièrement, on a été au jardin.
Et quand on est rentré, on s'est dit, bah ouais, c'est la meilleure journée, ça a été celle-là, quoi. De tout ce qu'on a pu vivre, voilà. Qu'est-ce qu'on était bien, qu'est-ce que c'était... Voilà. Un retour aux sources. Ouais, voilà. Et pourtant, un jardin un peu d'hiver, il n'y a pas de feuilles sur les arbres, rien, mais voilà, dans la nature, voilà, ça fait du bien. Et en parlant de jardin et de jardinier, je crois que vous avez un petit poème de jardinier. Oui. Est-ce que vous pourriez nous le lire? Oui. Alors, ça, c'est d'ailleurs un poème qui avait été sélectionné à Fontenay-la-Joute, dans les nouveaux... peut-être le nouveau Victor Hugo. Mais enfin, ça ressemble plus à du La Fontaine, un peu. J'ai voulu un peu imiter La Fontaine, un peu. Donc je le lis. Le jardinier. La mauvaise herbe et la chenille vous défigurent un printemps. Un jardinier passait son temps, courbé sous le soleil qui brille. Dans les longs sillons symétriques, sa main fauchait le liseron, puis couvrait de passes magiques le ventre rond du potiron. Les plantes, dit le manuel, ont besoin de soins journaliers, mais d'un souci perpétuel, elles ombrent les jardiniers. Ah, j'ai raté la page. Celui-ci, plus qu'un autre abstru, arrosait de façon savante des cucurbitacées goulues et d'une grosseur provocante. Mais que ne voyait-il dedans, son jardin, vêtu d'un soupir, une jolie fleur de 20 ans qui commençait à dépérir. Il aurait dû, geste nouveau, donner, ce fou de l'arrosoir, à ses melons un peu moins d'eau, à sa femme à baiser le soir. Depuis qu'elle est partie, les charmes se sont rompus, et l'homme, en vain, maudit un champ qui n'est plus rien et qui l'inonde avec ses larmes. Bravo, c'est très joli. C'est pas gai, hein. C'est pas gai, mais c'est très joli. Voilà. Bon, du coup, vous faites attention quand vous faites le jardin. Ah oui, hein, voilà. Pas trop. Un coup de bêche, un petit bisou. Voilà. Voilà, donc du coup, on a parlé d'enfance. Je voudrais savoir quelle relation vous avez avec votre public, votre jeune public. Par rapport aux enfants ? Par rapport aux enfants, par rapport au retour que vous avez, par rapport à ce que vous avez écrit, par rapport à l'accueil qu'ils vous font. Ben le courant passe super bien, on va dire. Et quand je suis avec des enfants, je suis un peu... ils m'aiment bien, on va dire, parce que je suis un peu, déjà moi, électron libre, et je les incite à être aussi un peu électron libre, à sortir un peu des cadres, etc. Et je suis content de ça, voilà. Alors des fois, certaines personnes, voilà, je leur dis, allez hop, voilà. Dernièrement, par exemple, c'est arrivé avec le fils de ma compagne, l'enfant de ma compagne, où il a fait, on va dire, ce qui était une bêtise. Et finalement, alors machin, faut pas mentir, faut pas machin. Et puis au final, je lui ai fait un cadeau. Moi. Je lui ai dit finalement, non, je trouve, voilà. Alors il s'attendait presque à une engueulade parce que tout le monde lui disait. Moi, je lui ai fait un cadeau. Je lui ai dit mais bon, on le fait pas tout le temps, mais bon, voilà, pour dire des fois voilà, j'aime bien un peu surprendre les enfants, voilà, les encourager à être eux-mêmes. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça que le courant, voilà, être libre. C'est pour ça que le courant passe bien, quoi. Et quand vous faites des arrivées en classe, parce que vous faites pas mal d'ateliers avec des classes, quel accueil vous avez au départ quand vous arrivez, par exemple, pour écrire de la poésie, pour écrire un conte, ou pour ce genre de choses? Est-ce que c'est compliqué de les intéresser à ça? Ou est-ce que le public est tout de suite ouvert? Alors, il n'est pas tout de suite ouvert. Et j'essaie tout de suite de les mettre à l'aise. Après, je jauge un peu le public qui est en face de moi. Parfois, il faut un petit peu dire « Eh oh, toi, tu te calmes, voilà », mais tout de suite comprennent que, voilà, il faut... Et puis tout de suite, après, voilà, je souffle un peu le chaud et le froid. Et au final, au bout de 10 minutes, j'arrive à les intéresser. Voilà, j'arrive à les intéresser. Quand je vois, par exemple, des enfants qui, s'ils arrivent rien à faire, des fois, je leur demande de me montrer un truc, de dire un mot. Et à partir du mot-là, je dis, tu vois, le mot-là, il est magique, tu peux faire plein de choses à partir de ça, etc. Je lui fais une petite démonstration, toute simple. Et du coup, je lui dis, maintenant, essaye, toi. Et puis, voilà, je les encourage. Et puis, au final, voilà, j'ai eu le cas il y a quelques jours, comme ça, où les enfants, à un moment,
voilà, on s'attendait, la personne de la médiathèque s'attendait à ce qu'ils partent vite, parce que c'est des enfants un peu chahuteurs comme ça. Et puis à un moment, ils sont restés 2 heures, quoi, assidus à écrire. Ils avaient des choses à dire. Puis après, ils ont illustré, et puis pendant 2 heures. Alors qu'au départ, c'était pas gagné, quoi. Une fois que la porte est ouverte, ça va mieux. Ouais, voilà. C'est ça. Est-ce que vous tenez compte de leurs remarques, par exemple, s'ils lisent vos livres et qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas? Est-ce que vous enregistrez un petit peu de temps en temps, vu que vous faites pas mal d'ateliers, des pistes ou des choses où vous vous dites, tiens, là, je sens que ça plaît un peu moins ou que... Ah oui, ça oui. Oui. Ça vous guide? C'est pas que... on va dire, les critiques... j'ai presque envie de dire, je me les sers moi-même avec assez de verve et je ne permets pas qu'un autre me les serve. Mais on va dire que... oui, je les écoute. Après, critique ne veut pas dire que la personne a raison, mais j'écoute toujours les critiques, voilà, et j'en tiens compte. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez têtu, et même j'ai eu parfois des problèmes même avec les éditeurs. Bon, j'ai appris maintenant à me dire, ils connaissent leur métier, voilà, je suis plus à l'écoute. Des fois, je restais bloqué sur certaines choses qui me tenaient à cœur, je voulais pas lâcher. Non, mais il faut être voilà, un peu détaché aussi des choses. Il n'y a pas mort d'homme quand... Voilà. Mais j'écoute les critiques, je regarde les réactions. Et voilà, je suis toujours en quête... voilà, quand j'écris un poème, je suis toujours en quête du poème qui va faire plaisir au plus grand nombre, apporter quelque chose. Voilà, simplement apporter un poème, c'est comme une caresse un peu. Apporter une jolie caresse où il n'y a pas de heurts, où il y a vraiment, la caresse est jolie du début à la fin. Voilà, c'est un peu ça pour moi un poème. Voilà. Donc du coup, vous avez au fil des années construit un lien avec votre public jeunesse par vos livres et aussi beaucoup par vos ateliers, je pense. Oui. Et de ce lien, vous avez créé 2 ouvrages par le biais d'ateliers? Oui, même plus. Plus, d'accord, moi j'ai connaissance que de 2 ouvrages, du coup. Dont Pluie de poésie. Oui. Voilà, qui est aussi axé sur la nature et sur l'eau, si je ne me trompe pas. Voilà. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une démarche des écoles? Est-ce que c'était une démarche... Alors là, c'est une démarche de... On va dire, c'est... pour Pluie de poésie, en fait, c'est un... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est les gens qui gèrent l'eau. Dans le secteur où j'étais. C'est eux qui ont lancé ça. Donc c'était un livre de commande? Voilà, c'était un livre de commande autour de la gestion de l'eau et en accord avec des professeurs qui ont voulu faire intervenir leurs élèves dans la création des poèmes. Mais au départ, c'était... Voilà, on m'a tout expliqué avant. C'est assez complexe, quoi. La gestion de l'eau, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des vannes à ouvrir, des niveaux à respecter, des choses à faire attention. Voilà, c'est tout un... Bon, il m'avait fait visiter la fois là les réservoirs, les choses comme ça. Et c'est un territoire... voilà, on va dire, ça va être dans le futur une problématique importante, l'eau. Parce que tout à fait. Même s'il y a... Là, il y avait la Moselle en bas, même s'il y a la Moselle, la Moselle, un jour, elle peut baisser de niveau, ça peut poser moult problèmes. Et donc, c'était un livre pour apprendre aux enfants à respecter l'eau dès maintenant, avant d'en arriver au problème, quoi. J'ai un petit poème, là, si vous voulez. Oui, pas de souci. Ça s'appelle justement Ma Moselle, donc c'est fait avec les enfants. Donc voilà, Ma Moselle. La Moselle est belle, comme une demoiselle qui zigzague. Les ponts sont ses bagues, les algues sont ses cheveux, les bateaux sont ses amoureux. Les usines, avec leurs rejets, menacent ses brochets et salissent sa réputation, mais elle n'y fait pas attention. Les sables qui habillent son corps, d'argent, de gris et d'or, aspirent ses eaux telles des éponges, où l'homme assoiffé plonge des tuyaux en guise de paille. Un haut grillage et un portail protègent ce doux captage de l'intrus qui saccage. La demoiselle n'aime que ceux qui, avec elle, sont respectueux. Voilà. Et donc ça, c'est un texte que vous avez écrit avec des enfants de quel âge, à peu près? 6-8 ans. 6-8 ans? Voilà. Des enfants de 6-8 ans. En général, j'écris les textes, c'est de l'écriture collective pour ce genre d'ouvrage, où j'écris au tableau et puis je leur demande leurs idées. Alors, ça fuse un peu, et après, je fais un choix pour pas que ça parte dans tous les sens. Je leur donne un peu les idées, voilà, pour que ça reste... Vous faites le chef d'orchestre. Voilà, je fais un peu le chef d'orchestre de tous les idées qui arrivent
sur moi, quoi. Voilà. Et c'est un travail qui vous prend combien de temps à peu près? C'est plusieurs séances? Voilà, c'est plusieurs séances, mais je dirais que c'est assez rapide dans le sens où, par exemple, il y en a un, par exemple, qui s'appelait, qui sont des histoires de dragons, et ça s'est fait en deux journées. Donc j'ai une obligation, on va dire, d'efficacité. C'est pour ça que je fais le chef d'orchestre assez directif. Oui, il faut que ça avance. Il faut qu'à la fin de la séance, le texte soit pratiquement écrit tel qu'il va être, parce qu'il faut que les enfants le reconnaissent. Je pourrais avoir la tentation de tout réécrire, et je ne le fais pas. Ou alors, je le fais avec eux. C'est-à-dire, si on a fini un petit peu avant, je dis, je fais comme s'ils ne sont pas là, je relis, et puis je fais, il y a une répétition, là, regardez, on a répété 2 fois le même mot. Je barre, il faut en trouver un autre. Voilà, un synonyme, qu'est-ce qu'il y a comme synonyme de ça? J'écoute, ah ouais, t'as raison, allez, je t'en mets ça. Je leur dis même, vous voyez, cette phrase-là, elle est correcte, je dis, mais elle est un peu plate, comme ça. Il faudrait dire ça autrement, voilà. Je fais la correction avec eux, voilà. Je fais l'écriture avec eux, après, on corrige le texte ensemble. Ce qui fait que, normalement, quand j'arrive chez moi le soir, j'ai pratiquement pas de travail à faire, tout est fait avec eux, ils ont vu comment on fait les choses, voilà. C'est ça qui est intéressant aussi. Et donc, c'est toujours avec les éditions du Crayon à Roulette. Du Crayon à Roulette et Claire Pellosato. Voilà, qui a fait les illustrations, c'est ça d'ailleurs, je crois, non? Si je me trompe pas. Non, peut-être je me trompe pas. C'est possible. Je crois que celui-là, oui. Et du coup, est-ce que vous êtes reconnu dans certains de ces enfants? Je me reconnais un peu dans beaucoup d'enfants. Dans beaucoup d'enfants. Voilà. Ouais. Vous avez décelé des enfants qui ont une qualité particulière par rapport à cet exercice d'écriture? Oui, ou en tout cas... oui. J'ai une petite anecdote à ce propos. C'est il y a longtemps, je faisais un atelier du côté de Longwy, là-haut. Et la prof me dit, bon, il y a cet élève-là, il avait des gros problèmes, l'élève. Il dit, n'ayez pas peur s'il se roule par terre en se cognant la tête sur le sol. Bon, c'était à ce niveau-là. Et puis pour elle, il allait rien faire, quoi. C'était juste, il fallait pas que... Voilà. Et puis on fait le truc, et en fait, c'est l'élève qui a le mieux écrit. Alors qu'elle me disait qu'il allait certainement rien faire, juste faire du bazar ou je sais pas quoi. Et voilà. Ça l'a capté. Voilà. Il m'a scotché, quoi, avec ce qu'il a écrit, quoi. Comme quoi, voilà. Même la prof était étonnée. Je dis, quoi, c'est lui qui a fait ça? Je dis oui. Voilà. Une fois que je lui ai exposé le truc, visiblement ça lui a plu, il avait quelque chose à dire. Et comme quoi, voilà, c'est assez étonnant. Voilà. Et vous avez à cœur de transmettre cette flamme poétique aux enfants? Oui. C'est quelque chose... c'est aussi... transmettre ça, c'est transmettre aussi la possibilité pour les enfants de faire sortir tout ce qu'ils ont de plus humain, on va dire. Parce qu'après, après c'est quoi? Après, c'est l'école, c'est très cadré. Après, c'est un emploi, un métier. Il n'y a que la poésie qui permet... on va dire, quelque chose, j'ai presque envie de dire, d'inutile, mais de tellement utile en même temps. Et d'essentiel. Et d'essentiel, voilà. Nous aurons la chance de vous recevoir lors de 2 ateliers durant ce Printemps des Poètes. On va pouvoir vous retrouver dans les sites de Jean Massé et du Sablon, le samedi 20 mars. Voilà. Est-ce que vous aurez un petit mot pour nos futurs poètes du jour, pour les accueillir, pour leur donner envie de venir participer? J'ai envie de dire, si vous aimez l'aventure, là, ça va être l'aventure des mots. C'est-à-dire qu'on va arriver, il y aura une feuille blanche, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas de quoi elle va être recouverte, mais avec un petit peu d'imagination, on va peut-être réaliser de très belles choses. Donc ça vaut le coup de venir essayer. Voilà. Donc je vous invite à venir à l'atelier. Voilà. Moi, je voudrais revenir une dernière fois sur votre rapport à la poésie. Qu'est-ce que vous voyez pour votre poésie dans les semaines, mois, années à venir? Qu'est-ce que vous avez comme projet, comme envie pour développer votre poésie sous toutes ses formes? Après, je ne vous cache pas que des fois, j'ai des envies, comme par exemple d'écrire du théâtre en alexandrin. Par exemple, des choses comme ça. Ça ne se fait plus, c'est démodé, ça ne se fait plus, mais bon, voilà, c'est des... Et sinon, la poésie pour moi qui est la plus difficile, c'est la poésie en vers libre. J'ai fait très peu de poèmes en vers libre. Et bizarrement, un de mes poèmes préférés est en vers libre.
Et pour moi, c'est la poésie qui demande le plus de sincérité et de justesse. Parce que la rime, c'est quelque chose, c'est comme une béquille, la rime. Ça, On peut se reposer dessus. On peut se reposer dessus, voilà. Ça aide, elle nous donne des directions. Après, on a des choix limités. Et à chaque fois, il y a des choix limités, alors que la poésie en vers libre, c'est vertigineux. Voilà. Et ça serait de faire de la poésie en vers libre. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai là. Je voulais parler d'un poète, vous l'avez vu, Richard Rognier. Oui. Qui est un bon exemple, là, je ne l'ai pas là. Richard Rognier, c'est un poète publié chez Gallimard, qui vit dans les Vosges. Et c'est plus de la poésie pour enfants, peut-être pour adolescents. Pour adolescents, c'est très bien, parce que c'est une poésie extraordinairement abordable. Tous les mots sont simples, et en même temps, il y a une profondeur immense. C'est une poésie de l'âme, on va dire, vraiment. Mais tout est fait avec simplicité. Ça part du voilà, il se lève le matin, voilà, il sort, il y a un sapin, il y a un machin, il y a une brume, voilà, les souvenirs reviennent, la mélancolie, des choses comme ça, tout est expliqué avec simplicité. Je crois que ce sont des sonnets, mais en vers libre. Voilà, il n'y a pas de rime et il est tellement sincère, ce poète, qu'on la sent. Je pense que c'est ce qui a plu à Gallimard. On sent sa sincérité, on sent qu'il est vrai. Et voilà, c'est formidable ce qu'il fait. Voilà. Il est vraiment... il n'y a aucun... Voilà, il n'est pas pompeux, il n'essaye pas de faire des effets, ça sort du cœur, c'est brut, c'est incroyable. Alors, derrière ça, il y a peut-être un travail immense, c'est possible, je ne sais pas, il y a peut-être beaucoup de travail, mais en tout cas, voilà, c'est un poète que j'admire beaucoup. Donc Richard Rognier, je ne sais plus d'où il est, dans les Vosges, c'est un Vosgien, voilà, proche de la nature, lui aussi. Lui aussi. Voilà. Et vous n'aviez pas en préparation des parties musicales ? Oui, alors au niveau de la musique, Parce qu'on se rapproche aussi de la poésie, malgré tout. Ouais, c'est vrai. C'est, disons que comme ma compagne, elle n'est pas musicienne, elle est chanteuse, elle écrit des chansons, elle a fait un groupe, etc. Et à partir de là, voilà, en voyant ces chansons, j'ai essayé d'en écrire. Et j'ai beaucoup de mal avec les chansons pour adultes. Mais j'ai fini par en écrire une, en fait, pour mon beau-père, qui lui chante du Renaud. Donc je lui ai écrit une chanson façon Renaud. Voilà, ou pareil, comme c'était une chanson un peu sociale, j'y étais fort. Et dernièrement, j'ai une chanson qui m'a permis carrément de rentrer à la SACEM, puisqu'il faut un certain nombre de vues sur YouTube. J'ai écrit une chanson sur les Gilets jaunes, qu'un ami guitariste a mis en musique et a interprété. Voilà. Donc on peut l'écouter sur YouTube, en tapant Didier Zanon, Gilets jaunes. On voit cette chanson très militante et très pacifique. Hein. Je signale quand même, c'est une chanson qui et à destination de la jeunesse, vous avez envisagé quelque chose ? Vous avez quelque chose à destination de la jeunesse, on est en train de travailler en ce moment avec une professeure de chant, pianiste, qui s'appelle Sophie Norton et qui est très reconnue dans le milieu et qui est qui a vu mes textes pour enfants, mes chansons pour enfants, elle les a appréciées. Et comme ma compagne prend des cours de chant chez elle, parce que maintenant elle a arrêté les cours de chant, et nous a proposé de les mettre en musique. Et donc c'est un projet qui est en train de se faire. Voilà, mes textes vont peut-être être chantés dans un spectacle musical, où elle va aider aussi, c'est une dame qui a fait ça de nombreuses années dans sa vie, donc elle va nous aider pour la mise en scène, elle nous a déjà donné beaucoup de conseils. Comment arriver sur scène, comment se présenter, comment maintenir l'attention des enfants, etc. C'est tout un métier, voilà. Et voilà, et on découvre régulièrement, pas toutes les semaines peut-être, mais les musiques, voilà. Et ma compagne commence à répéter. Donc ces chansons qui sont, on va dire, il n'y a pas un sujet précis, mais elle nous a aidé à trouver une ligne comme une histoire, une ligne conductrice. Et voilà, il y a déjà beaucoup de travail de fait. Et des beaux projets en perspective. Voilà, ça sera mon prochain livre publié, c'est une maquette. C'est avec l'artiste nancéen Victor Rarèche. Donc une histoire, j'en parle vite fait, c'est une histoire très spéciale. C'est un conte qui va être en deux parties. Sa version à lui et sa version à moi. Et ça va être très intéressant de comparer les deux. Et il y a aussi un projet, bon là c'est juste un brouillon,
illustrés par Florine Barbeau, une dessinatrice de Nancy. Donc, ça va être des poésies qui ont été financées par la DRAC. Voilà. J'ai eu un financement DRAC pour ces poèmes. Et là, on va être dans de la poésie pour adultes, un petit peu de la poésie, on va dire, contemplative. Voilà. Avec des dessins qui vont aider à la contemplation. Voilà. Comme quoi, pas mal de projets, quoi. Donc, un petit poème. Alors, voilà. Hop. Donc, ce sont des poésies extraits de ce livre-là. Ouais, je vais les lire carrément. Vous pouvez le prendre dessus, oui, ce sera plus simple. Carrément dessus. Comme ça, on peut voir un peu les illustrations. Hop. Voilà, le loup, par exemple. Le grand méchant loup n'est pas méchant du tout. Quand il fait « ouh, ouh », c'est pour dire bonjour. Quand il dit « j'ai faim », il veut juste un morceau de pain. Et quand il découvre ses dents aiguisées, c'est pour montrer qu'elles sont bien brossées. Voilà. Donc c'est à destination des tout petits. C'est un ouvrage, ça a été la demande de l'éditrice Claire Pellosato, donc du Crayon à roulettes, de faire un livre pour les mamans et presque les bébés. Voilà. Alors là, j'ai dédramatisé le pipi au lit. Le pipi. L'oiseau fait pili-pili. L'enfant fait pipi au lit. Et l'oiseau s'envole dans son nid douillet. Et l'enfant rigole dans son lit mouillé. Mais je vous remercie, Didier Zanon, pour cet échange. J'espère que ce moment passé ensemble vous aura été agréable. Oui. Voilà. Je vous invite, parents et enfants, à venir découvrir les livres de Didier Zanon, que vous retrouverez à la Bibliothèque Médiathèque de Metz. N'hésitez pas à vous inscrire aussi pour les ateliers qui vont venir prochainement. Vous retrouverez les dates sur le site. Et je vais vous souhaiter un bon printemps des poètes et une agréable journée. Merci. Bon printemps des poètes à tout le monde. Merci.